Oh bah, tout le monde est là, on va pouvoir commencer. J'ai envie justement de commencer cette session par une anecdote, une découverte que j'ai faite récemment. Vous allez dire que je suis un peu idiot, je n'avais pas réfléchi, mais je discutais avec le patron des gares à la SNCF. C'est une branche, c'est une unité, oui, une unité de la SNCF. Et il m'expliquait ce qu'il veut faire de ces gares, des grands centres commerciaux, des hubs. C'est l'avenir, paraît-il. Et il arrivait à me dire exactement combien il y avait de personnes dans sa gare à tel moment. Et je lui ai demandé comment il arrivait à savoir, parce que ce n'était pas que des chiffres de ceux qui prenaient le train, mais il savait exactement combien il y a de personnes qui fréquentent sa gare à tel moment. Et en fait, bien sûr, il m'a dévoilé son truc qui n'en est pas un. Les opérateurs téléphoniques lui vendent ces données. Évidemment, vous êtes présent dans la gare, votre téléphone portable cherche, j'imagine, un relais, et donc il y a un point d'entrée, et on sait effectivement à quel moment, à tel moment, à un moment T, combien il y a de personnes dans la gare. Moi, j'avoue que je n'avais pas réfléchi exactement à ça, mais pour lui, c'est évidemment des données extrêmement importantes, et pour moi, je trouve que ça pose, par un tout petit bout de la lorgnette, mais ça pose quelques questions, celles qu'on va se poser ce matin pendant l'heure et demie, et puis dans la session d'après, où ça sera évidemment, est-ce que la France a une place à jouer, un rôle à jouer dans cette révolution qui arrive, parce qu'on parle de révolution. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cet exemple dit? La mutation des entreprises, hein. Leur modèle est complètement changé. La SNCF ne fait pas que circuler des trains. Elle gère des gares et elle présente ces gares comme la home page d'un site web, quoi. Enfin, c'est la page d'accueil d'un site web. Donc les gens rentrent dans la gare et ensuite font plein d'autres choses. Et voilà comment la SNCF conçoit aujourd'hui ces gares. Donc je crois qu'il y a quand même une petite révolution qui se joue. L'importance des données dans cet exemple, évidemment. Donc là, c'est le cœur du sujet. Hein, on parle d'un nouveau pétrole pour une nouvelle révolution industrielle. Donc je pense qu'on abordera ça évidemment abondamment. Et ça pose des questions de la sécurité de ces données, de la protection de notre vie privée. Dans cet exemple précis, le patron des gares, la SNCF, me jure qu'il ne sait pas si moi, je suis dans la gare au moment précis. Mais donc voilà, il jure que il ne sait pas, il ne sait rien de ma vie. En revanche, il a très très envie d'exploiter toutes les données qui m'entourent et par exemple de m'envoyer une promotion sur mon portable si je passe devant une vitrine d'un magasin de sa galerie marchande et pour m'attirer et me faire rentrer dans ce magasin. Voilà un petit exemple, je répète, tout petit bout de la lorgnette, mais d'un seul coup je me suis dit, mais voilà, effectivement dans notre quotidien, cette révolution commence. On est là pour discuter de tout ça pendant 1h30. On a conçu cette session en 3 grandes parties, plus ou moins inégales. Enfin, vous verrez, on fera comme on pourra. Je co-anime avec Valentin Raslambrec, qui est membre du comité étudiant du conseil étudiant de ce printemps de l'économie. Je te laisse la parole pour présenter nos intervenants. Merci Philippe Lefébure, vous êtes journaliste à France Inter, vous êtes chef du service économique et social. On vous entend d'ailleurs tous les matins avec l'écho du jour. Alors, vous l'avez entendu, le titre de la conférence est « Les données, quelle révolution pour notre quotidien ?» C'est une problématique difficile. Pour y répondre, nous avons invité, et merci d'être venus, 3 intervenants de qualité. Gilles Babinet, vous êtes responsable des enjeux économiques de l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Vous êtes ce qu'on appelle un digital champion depuis 2012. Vous allez nous éclairer sur vos idées. Paola Tubaro, vous êtes maître de conférence à l'université de Greenwich, à Londres. Vous êtes spécialiste en sociologie économique. Vous allez nous expliquer ce que vous en pensez. Patrick Walbrook, vous êtes professeur en industrie économique et en économétrie à Télécom Paris Tech. Vous nous ferez part de vos craintes et de vos idées. Nous avons donc 1h30 pour répondre aux problématiques. Nous allons découper cette 1h30 en 3 demi-heures. Nous allons étudier dans un premier temps la nature de la révolution. Pourquoi, comment, quel changement, est-ce une révolution? Ensuite, sur la seconde demi-heure, nous étudierons la structure donnée à individu, la relation publique-privée. Quelle confiance vis-à-vis de cet essor de données? Quel enjeu pour notre vie privée? Enfin, dans un troisième temps, nous étudierons les risques. Quels sont-ils? Quelle sécurité? Quelle régulation? Quelle discrimination face aux données? Enfin, la question identitaire. Quelle identité reste à poser? Afin d'avoir un exemple concret de start-up, nous allons laisser Grégoire Bonnat présenter sa start-up à la fin de la conférence, sa start-up Padam, qui semble assez originale. Si vous souhaitez poser vos questions toutes les demi-heures, nous allons vous laisser la parole. Vous avez chacun des micros où vous pourrez exprimer vos idées, vos questionnements. Il existe aussi un hashtag Préco15
qui vous permet de poser vos questions directement sur Twitter. Nous pourrons les poser aux intervenants. Je pense que je peux laisser maintenant la parole à Gilles Babinet afin de commencer la première partie, la Révolution en marche. Oui, on l'a appelé la Révolution en marche, pas très original, mais il fallait quand même avoir quelques définitions de base, savoir de quoi on parle exactement. Le big data, vous le définissez comment exactement? C'est quoi derrière ce terme? Alors c'est une très bonne question pour commencer. Merci pour cette bonne question. Voilà, c'est facile. Et c'est une bonne question parce que donc moi je travaille dans le big data depuis 2009 et d'ailleurs pour être tout à fait exact, j'ai ouvert le chapitre du Hadoop User Group, qui est Hadoop, c'est un petit peu la technologie générique de big data en France en 2009, puisque quand on a commencé avec mon associé à monter Captain Dash, il n'y avait pas de forum pour Hadoop en France. Et donc on l'a créé en se disant peut-être qu'on trouvera des contributeurs, mais on n'avait absolument pas du tout perçu que ça deviendrait un phénomène aussi massif. Pour nous, c'était une technologie parmi d'autres, et il n'était pas certain que ce soit une technologie qui soit assez mature pour réellement emporter la révolution qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, par la suite, il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit un livre qui a été publié il y a un mois sur la Big Data, qui s'appelle « Big Data, penser l'homme et le monde autrement ». Et la première chose que j'ai voulu faire quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est définir ce que c'était que la Big Data. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben voilà, c'est de la technologie, c'est assez simple à expliquer. Et en fait, ce n'est pas simple du tout, parce que c'est évidemment de la technologie, c'est ce qu'on appelle la capacité de faire du NoSQL, des données non structurées, etc. Mais ça permet de faire, au-delà de l'aspect technologique, des choses qui sont révolutionnaires en termes de traitement de données. Alors, on a l'habitude de parler de la règle des 3 V. Moi, je pense que c'est la meilleure définition qui soit. Je vais très rapidement l'énoncer. On y va, oui. Première chose, c'est le volume. C'est la capacité de faire des traitements en très très gros volume qu'on ne savait pas faire auparavant. C'est-à-dire que maintenant, on sait faire des traitements sur des pétaoctets de données. Un pétaoctet de données, c'est 1000 disques durs de 1 Tera. Donc vous prenez un demi-mètre-cube de disque dur et vous dites que vous êtes capable de passer là-dedans en quelques centièmes de seconde. Voilà, ça c'est la première chose. Alors il faut savoir que ce n'est pas l'élément le plus caractéristique de la big data, parce que maintenant, les systèmes de base de données traditionnels arrivent à peu près à faire les mêmes types de traitements. Donc, ce n'est pas ce qui vraiment caractérise le plus, c'est plutôt les 2 autres V. On peut ratisser donc, je dis ratisser, mais étudier ce volume-là, je ne sais pas comment dire, mais voilà, en quelques secondes. Voilà, en moins de quelques secondes. Les 2 autres V sont plus intéressants. Le deuxième V, c'est la vélocité. Et ça, c'est très intéressant. C'est que dans un système de données traditionnel, vous devez définir, au moment où vous construisez votre système d'information, l'axe que vous voulez étudier. Par exemple, si vous prenez une photo, vous allez dire très en amont, au moment où vous construisez le système d'information, finalement, je veux étudier les couleurs, ou je veux étudier les formes, ou je veux étudier potentiellement les états de surface, ou les émotions, etc. Et dans la big data, vous n'avez pas ce préalable. C'est-à-dire que vous pouvez, au dernier moment, définir l'axe que vous voulez étudier. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous donne une latitude infinie de capacité d'étude. Et puis la troisième dimension, qui est la variété, ça, c'est une dimension qui est passionnante. C'est le fait que vous pouvez être complètement multisignal. C'est-à-dire que vous pouvez, à la différence des systèmes traditionnels où vous êtes limité à 2 ou 3 corrélations possibles de données, vous pouvez corréler des milliers de données différentes. Et quand je dis des milliers, j'ai vu le cas récemment en médecine où vous corrélez 3 ou 4 000 signaux différents et chaque signal représente des gigaoctets de données. Donc, a priori, un truc impossible à faire avec des systèmes de données traditionnels. Et en fait, vous allez rechercher ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des cas qui sont caractéristiques d'une signature. Et ces patterns, ils peuvent s'étendre sur des formes extrêmement différentes. Je m'explique. Vous pouvez par exemple détecter qu'une molécule particulière aura un impact sur le système de santé ou des retours de données de santé 50 ans plus tard. Et on pense que certaines molécules ont cette capacité-là, c'est-à-dire à provoquer des maladies vraiment des décennies plus tard. Et ça, je crois que c'est très caractéristique de ce qu'on est capable de faire avec la big data. Et pour finir, je dirais que c'est une révolution parce que c'est une nouvelle façon de voir le monde. C'est-à-dire que c'est une nouvelle façon qui a ses côtés positifs, typiquement ce que je viens de dire, mais qui a aussi potentiellement des côtés négatifs. Côté négatif étant principalement la perte de sens, c'est-à-dire que le fait qu'on s'intéresse aux corrélations
et on ne cherche pas forcément à savoir si ces corrélations ont des causes. Alors ça en soi, ça nécessiterait un débat à part entière, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment un moment de l'histoire de l'humanité, parce qu'on va changer de modèle épistémologique à partir de maintenant. Patrick Walbrook, vous êtes d'accord? On est au début d'une révolution? Alors, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai participé à un atelier de prospective la semaine dernière au Sénat sur les maladies infectieuses émergentes. Et donc j'ai essayé d'expliquer quel était l'intérêt du big data et surtout des objets connectés pour détecter, prévenir les foyers d'infection. Et qu'est-ce que le big data change aujourd'hui? Ça change les choses principalement à travers les capteurs. Donc aujourd'hui, on peut créer, vendre, mettre en place des capteurs à vraiment très faible coût. Alors qu'est-ce que c'est un capteur? Par exemple, c'est les trackers d'activité qui mesurent votre tension artérielle, votre pouls, votre température. Ça peut être des objets plus sophistiqués comme des scanners portatifs. Et tout ça, on peut les connecter aujourd'hui avec des smartphones. C'était des données auxquelles on pouvait difficilement avoir accès auparavant. Et donc, quel est le changement? Qu'est-ce que ça implique comme changement au niveau économique ou au niveau simplement de la profession? Eh bien, c'est qu'avant, c'était les médecins qui détenaient, les médecins ou c'était plutôt les entreprises, les médecins, les professionnels qui détenaient l'information sur les clients, dans le cas qui me concerne, sur les patients. Les patients, finalement, ils n'avaient pas tellement accès à leurs données. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt le patient qui va avoir les données sur son propre état de santé. Et donc, je vous invite à lire le livre d'Eric Topol qui est sorti très récemment sur le futur de la médecine. Donc, ce livre s'appelle The Patient Will See You Now. Le patient va vous recevoir. Donc, c'est vraiment l'idée que finalement, c'est le médecin n'aura plus l'information, c'est vraiment c'est le patient qui aura son information. Et donc, les gens parlent de empowerment, donc l'idée que les données vont permettre aux gens de mieux se connaître, d'évoluer. Alors, quand je parle de la médecine, évidemment, c'est pas un cas isolé. Vous avez aussi des capteurs thermostatiques pour le chauffage dans les maisons. Nest, par exemple, qui est une compagnie rachetée par Google l'année dernière ou il y a 2 ans, qui en fait adapte la température de vos radiateurs en fonction du nombre de personnes présentes dans une pièce. Et donc on voit bien que la personne qui contrôle, ça permet évidemment de faire des améliorations énergétiques, mais on se rend bien compte aussi que la personne qui contrôle ces informations, c'est la personne qui sera aussi le mieux placée pour faire des offres commerciales aux personnes qui habitent cette habitation. Vous ne décrivez pas là un monde un peu trop beau là où c'est l'objet de cette table ronde. Je vais revenir là-dessus parce que les risques évidemment sont on y reviendra évidemment. Les risques sont énormes et on va y revenir. Paola Tubaro, vous êtes d'accord avec tout ça, vous? C'est une révolution, les données ou pas? Donc, moi, je suis censée être celle qui nuance les positions des autres. Alors, je ne veux surtout pas nier le changement. On en a parlé, effectivement. Mais il faut dire qu'effectivement, moi, je suis chercheuse en sciences économiques et sociales. Et dès que ce discours des données a commencé à passer dans la presse et tout ça, ma première réaction avait été de penser, mais attendez, on a toujours utilisé des données, nous. Et si vous y pensez, c'est les chercheurs, mais aussi les gouvernements, les entreprises qui ont toujours utilisé des données. Pensez au recensement, par exemple, aux enquêtes de la statistique publique. Ça a toujours existé. D'ailleurs, le recensement est aussi big, si on veut. Et ça couvre en principe la totalité de la population. C'est très riche. On avait aussi tout un mouvement ces dernières années, avant même en fait l'essor des big data, de développement des données de type administratif. Les données, par exemple, les registres des écoles. Ou des hôpitaux ou des administrations publiques, disons, qui sont elles aussi exhaustives, très riches et très, très, très détaillées en termes d'informations disponibles. Donc moi je vois beaucoup de continuité dans le sens où des données existaient déjà, on savait les utiliser. Là, ce qui change quand même, c'est que c'est 2 choses. C'est le type de données qui sont disponibles aujourd'hui. On a parlé de la définition des 3V qui donc distingue en fait les données numériques actuelles, les big data, de ce qu'on connaissait avant. Mais aussi, je pense, une autre chose, c'est que les données sont vraiment entrées dans le quotidien de chacun. Donc, c'est plus matière des professionnels, des médecins peut-être, ou des chercheurs, en ce qui me concerne. Mais c'est quelque chose dont tout le monde fait l'expérience. Je pense, chacun d'entre nous peut penser l'ensemble de vos mots de passe.
C'est pas des données, ça? Si. Et ça fait vraiment partie de quelque chose de personnel, d'individuel, et qui en fait crée un dialogue, une proximité qui, je crois, n'était pas là jusqu'à une époque même très récente. Et donc, du coup, on introduit des problèmes, la vie privée, les risques, tout ça, dont on va parler et qui touchent en fait tout le monde d'une manière très directe. Valentin, il y a des premières questions? Alors oui, vous l'avez dit, on avait déjà des données avant, on a utilisé avant, et aujourd'hui on a un essor drastique, impressionnant du nombre de données, puisqu'on aurait a priori produit l'année dernière autant de données que de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on peut quand même parler de révolution? C'est un peu l'objet de la conférence. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un petit peu sceptique avec le terme révolution. Je pense qu'il y a du potentiel, je pense qu'il y a du changement quand même. Est-ce que c'est une révolution? Il faut voir. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer l'importance, l'intérêt, en fait, l'apport de ces données, parce que ça, on n'a pas encore vu. On voit beaucoup de potentiel, mais je pense au niveau des réalisations, on n'est pas vraiment encore là. Est-ce que les objets connectés, en revanche, c'est plus révolutionnaire, Gilles Babinet, vous pensez? Je vais rentrer dans le vif du débat, parce que moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que c'est une révolution. Je sentais un peu... Moi je pense que c'est une révolution, et je suis content de l'affirmer. D'abord, on voit très clairement qu'il y a un point d'inflexion dans la quantité de données qui est produite. C'est-à-dire que c'est une exponentielle. On trace la courbe, il y a manifestement une exponentielle. Et puis surtout, Valentin vient de le dire, 2011, on a sans doute produit voilà, il y a exactement exactement de l'histoire. Bon. Mais au-delà de ça, si je reprends par exemple l'exemple de la médecine, en épidémiologie, on fait aujourd'hui des choses, et on les fait tous les jours, où on voit des choses qu'on était incapable de voir il y a seulement 3 ans. Donc il y a vraiment une rupture de paradigme qui est tout à fait importante. On parle des données de recensement, mais les données de recensement, c'est très intéressant. Auparavant, vous faisiez des recensements tous les 3-4 ans avec l'INSEE, et vous étiez obligé de travailler par échantillon et projeter ça sur une population entière. Aujourd'hui, les Google, ils savent à la seconde ce que pensent les Français, ceux qui consomment, ceux qui font. Et évidemment, ce qu'ils pensent vraiment? Mais oui, parce que si vous pensez à quelque chose, vous le tapez dans un moteur de recherche. Et on voit très bien des tendances. D'ailleurs, vous avez des nuages de tags qui sortent à partir de ça. Quels sont les mots-clés qui sont les plus intéressants du moment, etc. Donc, on voit toutes ces choses-là. Et encore une fois, je pense que c'est une rupture totale par rapport au monde tel qu'il existait de façon précédente, parce que le monde d'analyse précédente, c'est un monde où on recherchait la cause, et aujourd'hui, on est dans des modèles où on va créer de la corrélation sans cause. Et ça, encore une fois, je pourrais m'étendre là-dessus, c'est un grand chapitre de mon livre, que vous pouvez acheter d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est... Pour moi, il y a 3 moments dans l'histoire de l'humanité. Il y a ce que j'appelle l'époque transcendante, le moment où on n'a pas besoin de la démonstration. C'est avant les Lumières, c'est une époque qui est basée sur la notion de transcendance spiritualiste. Il y a l'époque de la démonstration, c'est à partir des Lumières. Puis à partir de maintenant, il y a l'époque des machines, c'est-à-dire qu'on va laisser aux machines le soin de décider. Et ça, c'est quelque chose qui sera basé sur des stats, sur la corrélation, et sur le fait que quand on est multisignal, on a une qualité de décision qui est supérieure à toutes les autres. Je vous donne un exemple. En médecine, et ça j'étais hier soir dans un débat avec des médecins sur ce sujet, eh bien, les diagnostics sont à peu près faux à hauteur de 40%. C'est-à-dire vous allez chez le médecin, vous ressortez, dans 40% des cas, vous avez un diagnostic qui est faux, et donc une prescription qui est fausse. Typiquement, vous avez la grippe, vous sortez avec des antibiotiques. Voilà, ça c'est le lot moyen de la médecine sur ce genre de choses. Vous mettez un médecin face à Watson. Watson, c'est le gros ordinateur d'IBM dans lequel on a mis des corpus de données de santé. Eh bien, Watson, il se trompe à peu près 6% du temps. 6% du temps. Donc, c'est quoi? C'est 8 fois moins, 7 fois, 8 fois moins qu'un médecin normalement. Sauf que Watson, il ne cherche pas à comprendre quelle est la cause de la médecine. Il dit juste, voilà, vous avez tel type de maladie, le reste, débrouillez-vous. Et notamment, sur des maladies rares, il est extrêmement fort. Donc, par exemple, Watson, il détecte Parkinson de façon précoce dans 98,7% des cas. Donc ça, c'est pour moi une rupture extrêmement forte. Ça va impacter les modèles de façon importante. McKinsey nous dit, le cabinet d'études nous dit, juste en introduisant des modèles de big data dans le système de santé, vous faites immédiatement 20% d'économie. Donc si on ne parle pas de rupture de modèle et de révolution, je ne vois pas ce qui peut être une révolution en général.
on peut dire un mot de ce que sont les objets connectés. Je ne sais pas si Patrick, vous pouvez. Enfin, qu'est-ce que ça introduit? On n'en a pas parlé. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est exactement et puis ce que ça change également? Vous avez évoqué Nest, mais... Oui, donc pour moi, c'est également une révolution. Je vous ai donné l'exemple de la médecine et puis l'exemple du secteur de l'énergie. Il y a le secteur des transports aussi avec les véhicules connectés. On pourra connaître en temps réel le trafic, c'est déjà le cas maintenant, mais on aura des estimations très précises des goulots d'étranglement, des conditions de circulation, des conditions de route aussi, parce qu'on voit quand les voitures ralentissent à certains endroits, les endroits où les virages sont dangereux aussi, puisqu'on pourra détecter facilement le nombre d'accidents sur certains virages. Donc, en effet, la révolution, ce sont les capteurs. Donc, les objets connectés, ce sont des objets qui ont... Enfin, pour moi, ce qui est important dans les objets connectés, ce sont ces fameux capteurs qui permettent de détecter des changements de comportement, des changements de température, des changements de vitesse, etc. Donc, il faut savoir que dans un smartphone, dans les iPhones, vous avez un détecteur d'accélération. Donc qui permettent de savoir, qui connaissent également vos mouvements. Donc tout ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser ces données pour faire des corrélations en big data. Et chez soi aussi, il y en aura partout de ces capteurs, sous toutes les formes? Oui, et justement, donc là c'est là où je voulais en venir, c'est que on va évoluer vers ce que Google appelle déjà physical web. C'est-à-dire qu'on va arriver vers une situation où on n'aura pas une transposition directe, pas une traduction directe, mais on aura une corrélation très très forte entre ce qui se passe en ligne et ce qui va se passer dans le monde physique. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai insisté dans la tribune que j'ai rédigée pour le Printemps de l'économie sur les risques que ça pose évidemment, puisque on pourra relier très facilement votre activité en ligne à votre activité dans le monde physique. C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez parlé des téléphones portables. Mais les téléphones portables, ils savent en permanence où vous êtes. Même sans activer votre option de géolocalisation par GPS, par satellite, parce qu'en fait le téléphone portable il fait ce qu'on appelle la triangulation. Il va chercher 3 antennes relais de téléphone mobile. Là, j'ai mis en mode avion voilà. Non, mais même en mode, parce qu'en fait il détecte, il essaie de se connecter à différents points de relais de téléphone en permanence, et il se connecte en permanence aussi aux antennes Wi-Fi. Donc en fait, ils savent, sans le GPS, ils savent exactement où vous êtes et ils connaissent votre trajectoire quotidien. Donc quand on connaît votre trajectoire quotidienne, on sait qui vous êtes parce que votre trajectoire quotidienne, il est unique. Voilà. Valentin, des questions peut-être de la salle déjà ou une autre question? Alors, vous avez dit qu'on allait avoir des capteurs partout, toutes nos données allaient être stockées, soit par l'État pour le recensement, soit par Google pour Google ou Apple pour les GPS lorsqu'on a un iPhone ou un appareil Apple. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur, ça, de voir que toutes nos données sont utilisées? On voit quand même qu'Apple ne souhaite pas les diffuser, ils veulent les conserver et les stocker. Qu'en font-ils concrètement? Peut-être. Alors évidemment, il y a de grands débats sur les aspects éthiques, sur les aspects de ce qu'on appelle la privacy. Il faudrait qu'on invente un mot français, donc on dit les données privées, il y a peut-être mieux à trouver pour ça. Et c'est des débats qui sont à mon avis assez fondamentaux parce que effectivement, le risque, c'est d'avoir des sociétés orwelliennes. Donc Orwell, 1984, ce livre qui décrit finalement un totalitarisme de l'information où finalement l'État sait tout sur vous et vous savez rien sur l'État. Et ça, c'est, je crois, le propre des dictatures. Les démocraties modernes, c'est peut-être le contraire. C'est-à-dire, vous savez tout sur l'État et l'État respecte votre privacy. Et c'est la même chose pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir légitimement la crainte que les données que l'on confie aux entreprises soient utilisées finalement pour nous rendre service. C'est ce que fait quand même Google et Facebook toute la journée, c'est ce qu'ils font, mais ils pourraient très bien en abuser d'une certaine manière en sachant particulièrement bien ce que l'on veut. Il y a un exemple fameux, c'est celui des moteurs de recherche de billets d'avion, où finalement ils essayent de détecter le type de comportement que l'on a sur leur portail, et ils montent le prix. Si vous venez voir frénétiquement le prix d'un billet d'avion, vous montez le prix pour vous donner une impression de rareté, et que finalement vous achetiez le billet en ayant le sentiment qu'il est en train de monter. Donc ça a été, semble-t-il... C'est un fantasme, c'est vrai. Alors, on pense que c'est vrai. Ça n'a pas été fondamentalement démontré. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs journalistes qui ont mis ça en évidence. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment ici, je crois par la DG6, la DGE, ils n'ont pas réussi à le démontrer factuellement. Et puis il y a un certain nombre de compagnies
moi je pense que ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont débranché le truc quand elles se sont rendues compte qu'on allait, fouiller. les pointer du doigt à cet égard. Mais je veux dire, qu'elles l'aient fait ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles puissent le faire. Et ça montre, ça met en exergue un enjeu qui est finalement la finalité des données. Vous savez que dans la big data, on met en œuvre ce qu'on appelle des lacs de données. C'est-à-dire qu'en gros, on prend toutes vos données, on les met en vrac dans un endroit et on les utilise à façon, on cherche des choses dans ces données, on les découvre ou pas. Ça, c'est la caractéristique. Alors que le principe initial de la CNIL et de ses équivalents dans le monde, c'est de dire on travaille par finalité. La CNIL, c'est la commission qui nous protège de ce genre de pratique, normalement. Voilà, la Commission nationale informatique et liberté, qui définit les règles dans lesquelles on peut utiliser les données personnelles. Et donc la règle générique, c'est de dire, vous nous décrivez ce que vous voulez faire et on vous dit si on est d'accord ou pas. Ça, c'est ce qui a fonctionné depuis 1978 et ça a fonctionné dans un contexte de base de données traditionnelle. Parce que les bases de données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit les structurer pour une mission au préalable. Mais maintenant, dans la big data, on n'a plus besoin de faire ça, on peut le faire à la volée. Et donc, on a une rupture de paradigme qui fait qu'on doit repenser la façon dont la régulation fonctionne. Et là, ça tombe plutôt bien, puisqu'on a le règlement européen qui arrive et qui laisse une certaine ouverture sur la notion de finalité en parlant de juste réciprocité, ce qui dit que finalement, on doit avoir un rapport équilibré avec le propriétaire des données. Et quand on commence à l'agresser en lui disant « Tiens, vous allez acheter ça parce qu'on est certain que vous allez aimer ce truc-là », eh bien là, il n'y a plus de juste réciprocité. Donc ça, c'est une évolution qui est fondamentale. Je pense que, moi, je crois que ce que je dis toujours, c'est que finalement, ce qui caractérise une révolution, pour revenir à mon point, je suis désolé de vous persécuter un peu, mais c'est finalement les enjeux de droit. Quand vous avez une révolution industrielle, vous voyez apparaître une nouvelle forme de droit. Première révolution industrielle, c'est le Code civil. 1804, c'est vraiment le marqueur de la révolution industrielle, la première révolution industrielle. Deuxième révolution industrielle, 1880, les droits sociaux. Et là, on voit très clairement émerger le droit des ouvriers, le droit du travail, mais également aussi l'éducation obligatoire. Ça arrive de façon très corrélée avec la deuxième révolution industrielle. Et puis là, on a le règlement européen des données qui apparaît. Et pour moi, c'est un marqueur à la fois symbolique et systémique de cette troisième révolution industrielle. Et ça va réguler les 80, les 100, les 200 années qui viennent. L'enjeu pour vous, c'est la régulation aujourd'hui, c'est de trouver... Moi, je pense que la régulation est essentielle. C'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'on arrive à créer du droit stable pour pouvoir asseoir à la fois une société civile qui est pérenne et qui arrive à s'épanouir sans se faire persécuter à la fois par les entreprises et par les institutions, et puis en même temps pour créer des externalités économiques, des opportunités économiques entre les acteurs qui s'assient sur ce droit pour finalement se développer. Sauf si vous voulez répondre directement à Gilles Babinet. Vous avez le droit parce que... Ah oui, bah, je prends celui-là. Paola. Oui. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la révolution par révolution. Je crois que vous avez tous plus ou moins en tête quelles sont les positions des uns et des autres. Par contre, juste un point, si je peux en rajouter, je pense qu'on reviendra sur les questions des vies privées que vous avez évoquées et tout ça. Mais pour revenir un instant sur la question du droit et de la régulation, ça, par contre, je suis entièrement d'accord que c'est un élément très, très important et que beaucoup se joue maintenant dans les débats actuels des redéfinitions de nos lois qui définissent les conditions d'exploitation et d'accès aux données. Il y a eu déjà beaucoup de pas en avant dans cette... Là aussi, c'est un schéma, à mon avis, progressif plutôt qu'une rupture. Il y a quand même eu toute une progression des lois au niveau à la fois national en France et européen pour la réglementation des droits liés aux données, en particulier aux données personnelles. Et je pense qu'il est très important de suivre en fait les évolutions à venir. Une difficulté majeure par rapport à tout cela est l'aspect transnational de toutes les transactions économiques et de la disponibilité des données. Les grandes entreprises, Google, Facebook et tout ça sont quand même internationales, alors que le droit s'est fait généralement au niveau national. On a la chance d'être dans l'Union européenne, et donc effectivement une possibilité d'accord au niveau transnational par là, mais c'est quand même un défi très important à adresser puisque c'est plus large que ça en fait. Voilà. Patrick Walbrook. Je voudrais revenir un peu sur un peu la question des données, qu'est-ce qu'on peut en faire.
Donc on a parlé de finalité. Je voudrais vous donner un autre exemple qui va illustrer aussi pourquoi je pense le big data c'est une révolution. C'est la science politique, les élections politiques. Beaucoup d'analystes américains pensent que Barack Obama a gagné ses 2 dernières élections grâce au micro-ciblage sur Facebook. Et beaucoup d'analystes pensent aujourd'hui que Facebook, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en sciences politiques, ce qui est important, c'est l'électeur médian, ce sont les indécis, ceux qui peuvent faire basculer le vote à gauche ou à droite. Et Facebook les connaît très très bien, ces gens-là. Ils savent qui ils sont. Et donc après, il y a des campagnes politiques pour essayer d'aller chercher ces gens-là. Et c'est Facebook qui contrôle cet accès à ces données. Et donc ça, c'est quand même problématique dans une société où c'est régulé, en fait. Le ciblage politique est comme relativement régulé. Les panneaux publicitaires aussi, tout est régulé. Et on a une compagnie Internet qui est capable de faire basculer un vote électoral présidentiel. Les questions de la salle via Twitter ou Alors je vois que directement... sur Twitter, vous êtes assez efficace. Est-ce que vous avez des questions, vous ? Il y a un monsieur là-bas. Appuyez sur le petit bouton, je crois que vous pouvez prendre là. Oui, bonjour messieurs, mesdames, pardon. Ne pensez-vous pas que le niveau de compétition vu des Américains est extrêmement unbiased, c'est-à-dire qu'il y a un avantage compétitif en faveur des États-Unis? Et n'y a-t-il pas lieu de le contrer? Alors, les géants de l'Internet sont américains. Est-ce que les Américains ont pris un avantage définitif dans cette histoire? Je résume, je vais passer ça là. Est-ce qu'il faut les contraindre? Pardon, il n'y a plus de micro, on se bat les micros. Merci, bonne question. Alors, d'abord plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on est au début de cette révolution industrielle. Quand on observe les révolutions industrielles précédentes, et particulièrement la seconde révolution industrielle, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui partent en retard, très en retard, et qui deviennent des leaders. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Je pense que ce qu'il faut, c'est favoriser une approche qui est un mélange de régulation et d'entrepreneuriat, et notamment d'innovation de rupture. On peut tout à fait le faire. Je pense que l'Europe bénéficie d'un avantage concurrentiel qui est tout à fait remarquable, c'est la qualité des formations qu'il y a en Europe. C'est l'endroit où vous avez le plus de gens au monde qui ont une formation Bac+2 ou Bac+4. C'est très clairement, en proportion de la population, on est quasiment à 6 points devant les États-Unis et 6 points devant l'Asie. Donc c'est un avantage qui est très important et dont on ne bénéficie pas tellement. Je pense qu'on a un point sur lequel il faut absolument que l'Europe et la France en particulier s'améliorent pour ça, c'est le financement de l'innovation de rupture. Je vais donner un chiffre qui, pour moi, je le donne quasiment dans chaque conférence. Le venture capital en France, c'est 840 millions en 2014, 840 millions d'euros, et c'est moins 10% par rapport à l'année dernière. Aux États-Unis, c'est 47 milliards de dollars, donc vous faites le calcul, c'est à peu près 47 fois plus, et c'est plus 60% par rapport à l'année qui précède. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut que les acteurs politiques prennent conscience de ça, parce que c'est quand même le gasoil de l'économie numérique, le capital risque. Et si on n'est pas capable de déloquer ça, on sera incapable de faire émerger des géants en Europe. La volonté de la Commission européenne, c'est très clairement de résoudre ces problèmes. Je rappelle qu'il y a un stimuli package de 315 milliards qui est en cours d'être mis en œuvre. Le plan Juncker, stimuli package. C'est le plan Juncker. C'est l'équivalent à économie comparable de 2 fois le plan Marshall. Donc c'est vraiment structurellement la chose la plus forte que n'aura jamais fait la Commission européenne jusqu'à présent. Et si cet argent est convenablement mis en œuvre, on sera capable sans doute de rattraper en termes d'avantages compétitifs ce que l'on est par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine. Je rappelle que tendanciellement, il y a beaucoup des plus grandes sociétés du numérique qui viennent désormais de Chine. Et on pense que d'ici 4 ans, il y aura à peu près 30% des sociétés qui vaudront plus de 100 milliards de dollars qui seront basées en Chine. Donc il faut absolument qu'on fasse en sorte que d'ici 5 ans, il y ait un autre 30% qui viennent d'Europe. Et ça, nous n'y arriverons que si on change la régulation du capital, qui en France est impropre. Je crois qu'il y a une volonté de la part du ministre Macron de modifier ça. Je ne vais pas faire un cours de fiscalité, mais il y a un certain nombre de choses qui sont assez simples à changer, qui ne coûteraient rien au budget de l'État et qui modifierait tout si on acceptait de le faire. Les chances de la France dans cette compétition, c'est l'objet de la table.
rencontre suivante. Donc, Voilà. une question, Préempter, ouais, voilà. ce qui s'est dit. Une question de Twitter vite fait. Donc, a priori, même la science politique va utiliser les données. Un internaute s'interroge, dans quel domaine, concrètement, pourrait-on utiliser les données et les big data dans le futur, en plus de ceux qu'on utilise actuellement? Patrick? Alors là, je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va vers une connexion entre le monde physique et entre le monde numérique. Donc je pense que tous les domaines du monde physique vont être impactés. Et on le voit bien dans le secteur énergétique, il y a des compagnies du numérique comme IBM et Google qui gagnent des contrats avec des grandes localités, avec des localités assez importantes dans les pays méditerranéens, face à des acteurs traditionnels de l'énergie. Enfin, IBM ne connaît rien, enfin, peut-être qu'ils y connaissent en énergie, mais enfin, leur domaine de compétence, c'est la data. Et donc on se rend compte que finalement, c'est les gens qui maîtrisent et qui contrôlent la data qui vont remporter, je pense, les prochains contrats industriels. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui connaissent ce que les gens font et ce qu'ils veulent. Et dans n'importe quelle industrie, on vous dira, c'est celui qui connaît le mieux ses clients qui va gagner le plus d'argent. Il n'y a pas de secret à ça, je pense. On va passer à la deuxième partie. Je l'ai intitulée l'Internet, les données et moi. C'est pas plus original que le nom de la première partie. Je voulais parler avec vous, Paola Tubaro, de notre utilisation aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous vouliez parler un peu de ça. Comment on les utilise? Est-ce qu'on dit tout finalement? Est-ce qu'effectivement on n'a aucune pudeur, aucune limite sur Internet? Parce qu'évidemment, ça conditionne la suite de l'histoire du numérique. Oui. Alors, merci de cette question. On a parlé pendant quand même déjà longtemps de fin de la vie privée. Pourquoi? Parce que les gens racontent beaucoup de leur vie, ils mettent leurs photos sur Facebook et donc sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est en fait accessible très très largement. Et en fait, si on y regarde de plus près, les choses sont plus complexes, comme c'est toujours le cas en fait. On s'aperçoit qu'il est vrai que les gens utilisent ces services justement pour partager. Si on est sur un réseau social et on raconte rien, on voit quand même pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Donc c'est quand même pour se créer des relations, pour entretenir ces relations. Qu'on poste des images, des histoires, des choses sur soi-même. Il y a des raisons à ça. En même temps, ça ne veut pas dire que les gens sont prêts à révéler, à dévoiler tout à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils essaient de le faire de manière sélective, de choisir quoi raconter à qui. Donc, pour beaucoup, en particulier ce que j'ai vu dans mes enquêtes, c'est qu'un outil comme Facebook est utilisé pour une communication très très générale avec à peu près tout le monde. Donc on met des choses qui sont valorisantes, qu'à peu près tout le monde peut savoir, mais peut-être des choses plus sensibles, on va les dire sur un forum dédié où il n'y a pas tout le monde, il y a juste que les gens qui partagent tel intérêt ou tel souci. Imaginons... c'est la recherche que j'ai faite qui le révèle, dans le cas des maladies, par exemple. Je ne vais pas forcément avoir envie de raconter à tout le monde mes soucis, mais je vais le faire dans un forum dédié où il y a d'autres malades, où on est peut-être sans pseudonyme, où il n'est peut-être pas forcément évidentissime de le lier avec mon profil Facebook et donc à tout le reste, en fait, qui me concerne. Il y a donc quand même, de la part des gens, un effort de faire les tri, en fait, de choisir. Après, est-ce que ça marche toujours? Ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que des fois, ça peut être quand même pas évident de mettre les réglages de son profil, disons, que ce soit sur Facebook ou sur un autre service, comme on veut. Donc, on peut se tromper, effectivement, penser que certaines informations sont protégées alors qu'elles ne le sont pas. On peut ne pas forcément être au courant que peut-être un tel forum est quand même lié à son Facebook parce que il y a un système. Donc on peut en fait croire mettre des informations plutôt en privé ou sur un cercle limité, alors qu'en fait elles vont pouvoir circuler davantage.
Et tout ça, en fait, pour tout ça, et je pense qu'on va peut-être aborder cette question plus tard dans les risques, est très fortement lié aux capacités et aux connaissances des gens. Il y a des inégalités, en fait, qui jouent un rôle là, notamment en termes de capacité de gestion du numérique, capacité technique, mais aussi capacité juridique. Lire les contrats, je pense que personne ne va lire en entier les contrats, les termes d'utilisation d'un service en ligne, et pourtant, il y a là des choses importantes. Donc, du point de vue en fait des plateformes, des services, en fait, il y a des choses à faire pour que les gens puissent en fait vraiment faire un choix qui soit informé, qui soit en connaissance des causes de ce qu'ils veulent révéler à qui. Et ce qui a été pendant longtemps très très flou en fait. Et donc c'est compliqué en ce sens. Et la rhétorique, comme quoi la vie privée serait finie, c'est plutôt en fait quelque chose qui a été beaucoup discuté par les médias, un peu propulsé par les entreprises d'Internet elles-mêmes, mais qui ne reflète pas forcément une réalité, du moins du point de vue perçu et vécu par les utilisateurs. On comprend que l'une des bases de ce qui va nous arriver, c'est quand même la confiance. La confiance dans Internet, dans tous ces outils, elle grandit ou c'est l'inverse? Patrick Walbrook, j'ai un peu la réponse, mais... Alors, je vais peut-être faire la transition avec la question sur la compétitivité de l'Europe versus face aux États-Unis. Alors, je pense ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a deux visions complètement différentes, pas complètement, mais assez opposées de la vie privée, puisque je vais être caricatural, mais aux États-Unis, en gros, tout ce qui est sur Internet est considéré comme public. Et en Europe, c'est pas du tout le cas. Il y a des lois spécifiques et c'est un droit à la protection de la vie privée, c'est un droit fondamental. D'ailleurs, c'est un des grands enjeux des accords transatlantiques sur les échanges commerciaux. C'est quelle est la place de la data? Est-ce qu'on sépare la data des droits fondamentaux? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on se rend compte que finalement, là où l'Europe peut regagner un avantage concurrentiel, c'est si on arrive à convaincre, à redonner de la confiance aux internautes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je co-dirige actuellement une thèse sur la gestion des identités numériques et sur la gestion des informations personnelles. C'est une thèse qui utilise des données en provenance du baromètre de la confiance de l'Axel et de la Caisse des dépôts. Et donc c'est un baromètre qui a lieu tous les 2 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est assez frappant, c'est qu'il y a une baisse continue de la confiance. Alors la confiance, on pose la question de différentes manières, mais donc le message, c'est que la confiance s'érode à travers les différents tous les 2 ans. Donc là, il y a le nouveau baromètre qui va sortir en 2015. Ce serait surprenant. Dans l'Internet. Confiance dans l'Internet. Alors je vais vous donner une statistique qui est assez frappante. On pose la question donc aux internautes, qu'est-ce que vous partagez comme information et avec qui? Donc en gros, vous avez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone portable, votre adresse, votre carte d'identité, votre carte bancaire, etc. Donc vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez partager. Et vous pouvez les partager avec l'État, une collectivité locale, un opérateur télécom, la poste, un réseau social. Et le chiffre frappant, c'est le nombre de personnes qui ne veulent partager aucune information avec personne. En 2009, c'était 5%. En 2011, c'était 11%. Et en 2013, c'était 15%. Donc vous imaginez bien, on peut imaginer que la suite va continuer dans cette tendance. Donc il y a une véritable érosion, je pense, de la confiance en ligne. Et on le voit dans le comportement des internautes, les stratégies qu'ils mettent en place pour se protéger, qui sont de plus en plus sophistiquées. Oui, on se protège on se cache, on cache son adresse IP, avec des logiciels comme ça. Voilà, on essaye de se cacher. Plus on comprend comment ça fonctionne, plus on essaye de se cacher. Voilà. Et donc ça, c'est un risque, parce qu'on a parlé de l'Internet des objets. Pour qu'il y ait de l'Internet des objets, il faut que les données issues des capteurs circulent sur Internet. Mais si tout le monde commence à faire du tort, commence à crypter ces données, ou font de l'intranet des objets, reste en local, il n'y a plus d'Intranet. Valentin. Un internaute vient de se poser une question. Vous pensez que justement, il y a une petite défiance qui s'instaure vis-à-vis des internautes et d'Internet et de la communication vie privée, vie publique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une réglementation plus stricte au plan juridique permettrait de redonner un petit peu confiance? La confiance par la réglementation, c'est un peu ce qu'on abordait tout à l'heure. Je vais y revenir, parce que donc on a parlé du projet de règlement européen qui n'est pas toujours passé. Mais c'est un règlement, donc c'est pas une. C'est un des règlements les plus combattus, voilà. Discutés de toute l'histoire. Oui, parce que comme c'est un règlement, c'est pas une directive qui doit être transposée. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que déjà en Europe, il y a
Il y a une question de territorialité, problème de ce qu'on appelle du forum shopping, c'est-à-dire que les entreprises Internet vont aller se localiser leur établissement principal, vont localiser leur établissement principal dans les pays où la législation est la plus souple. Donc ça, c'est rien qu'en Europe. Et puis après, vous avez les acteurs américains qui carrément ne mettent pas leur établissement principal en Europe. Par exemple, Google n'a pas de siège en Europe. Et ça veut dire que la législation européenne ne s'applique pas. Donc ça ne suffit pas de faire un règlement européen, il faut également contrôler la localisation des serveurs et savoir quels droits s'appliquent et faire en sorte qu'il y ait des droits équivalents pour les internautes français et européens qui soient tous protégés de la même manière. Gilles Babinet, ça vous inquiète, vous, cette perte de confiance notée par Patrick Walbrook? Oui, enfin, c'est certainement... Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on met en place une régulation appropriée pour résoudre cet enjeu-là. Je suis pas aussi... je pense qu'il faudrait essayer de distinguer... On voit ça aux États-Unis de façon très claire. Il y a une perception de la confiance sur Internet qui n'est pas du tout la même en fonction des tranches d'âge, qui est très différente. Et l'expression des valeurs de la privacy sont très différentes. C'est-à-dire que les moins de 25 ans, ils disent il faut apprendre à se protéger, il faut qu'il y ait des informations qui soient transparentes, notamment ils ont massivement pris fait et cause pour Snowden, alors que les gens plus âgés sont contre Snowden, considèrent qu'il fait du tort aux États-Unis. Donc il y a, je pense, une compréhension plus fine de la part des jeunes générations de ce qu'est le potentiel des données. Alors, il est vrai qu'on fait une régulation qui vise à simplifier les enjeux de traitement des données par les entreprises. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne régulation. Elle traite notamment les enjeux des entreprises américaines qui viennent et qui ont des interactions avec des membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est tout à fait clair. Ça dit, si vous avez des interactions avec des membres de l'Union européenne, vous êtes soumis au règlement européen. Voilà, il n'y a plus ce qu'on appelait auparavant le safe harbor, qui est de dire vous devez être en conformité avec un certain type de traitement de données. Donc ça disparaît à l'occasion de l'émergence de ce nouveau type de droit. Et c'est un droit qui est très contraignant, avec des amendes possibles, des capacités de rétorsion de l'Union européenne qui sont incomparablement plus élevées qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc il y a une vraie volonté d'avoir un enjeu politique à l'égard du traitement des données. Et il y a aussi la volonté de dire, finalement, en offrant un droit stable à l'échelle de quasiment 400 millions de personnes, on va faciliter l'émergence d'acteurs massifs qui, finalement, feront ce qu'on appelle du privacy by design et qui, de fait, donneront un nouveau niveau de confiance aux utilisateurs de ces services. Valentin, une autre question. Notre monde irait donc vers un web physique, vous l'avez dit Patrick. Est-ce que vous pensez concrètement que si on se cache derrière l'anonymat, c'est possible de vivre en se cachant, en se regardant les uns les autres, sans savoir qui parle sur Internet? Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre obligatoire une identité stable, fiable, et interdire un anonymat? Patrick Walbrook. Alors il faut savoir que... on parle plutôt d'identité numérique au pluriel aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les gens vraiment gèrent leur identité. C'est-à-dire qu'en fonction de leur activité et de ce qu'ils veulent faire, ils vont choisir, masquer, pas forcément, ils peuvent même prendre des pseudos, prendre des profils complètement différents. Ils vont gérer qui a accès à leurs données personnelles. Donc déjà, on se rend compte que c'est vraiment une crainte aujourd'hui, de savoir d'être en permanence traqué. Alors la question économique qui se pose derrière, c'est la question de l'anonymat, c'est de savoir est-ce que l'anonymat c'est plus ou moins bon pour le commerce, pour le développement économique, et la réponse, elle n'est pas simple du tout. Parce qu'en effet, quand vous êtes anonyme, quand vous n'êtes pas anonyme, on peut pas vous faire quand vous êtes anonyme, pardon, on ne va pas pouvoir vous faire des offres ciblées, parce qu'on ne connaîtra pas votre disponibilité à payer. Donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle en économie de la discrimination par les prix, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc le prix du ticket qui augmente en fonction de votre demande. Et donc ça, on peut se dire, donc du coup, les entreprises gagnent un peu moins d'argent. Mais d'un autre côté, on se rend bien compte que quand on est anonyme, on peut faire des choses, faire des achats qu'on ne ferait pas forcément si on n'était pas anonyme. Et d'autre part, dans certaines situations, on préfère être anonyme. Par exemple, quand on va chez Carrefour, on est anonyme. Enfin, Carrefour ne met pas encore de caméra à l'entrée de son magasin pour savoir qui vous êtes et vous faire payer en fonction de votre revenu. Et donc, le fait qu'on est anonyme, justement, vous fait rentrer en toute confiance également dans le magasin en vous disant je vais pas avoir des offres de prix qui correspondent à mon revenu, je vais payer ce que tout le monde paye. Et donc ça peut augmenter également la participation au marché. Et je pense que le développement du commerce
c'était aussi lié à ça. C'est que avant vous avez l'épicerie du coin ou la boucherie du coin, et donc ils savaient combien vous étiez professeur, donc vous avez de l'argent, donc il vous fait payer plus cher que la personne qui a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, le commerce s'est développé parce que on met des limites quand même à ce genre de entre guillemets de tarif à la tête du client. La salle, peut-être. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? A-t-il envie de Vous réagir? êtes partie aborder. Monsieur tout au fond, il faut appuyer, il faut que ça devienne rouge. Voilà. Bonjour. Alors j'ai une question. Je voulais savoir si c'était l'utilisateur qui contrôlait le réseau social ou bien c'était le réseau social qui contrôlait l'utilisateur. Ah, Paola. Eh ben, c'est une très bonne question et ce n'est pas forcément évident de répondre. C'est-à-dire que, alors, chacun essaye effectivement de contrôler ces réglages. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément facile, que par exemple les réglages par défaut jouent un rôle très important parce qu'il va y avoir en fait juste une petite partie des usagers qui est capable de se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire et comment le changer si on n'est pas content de l'option qui est mise à disposition par défaut. Donc, même si, sans nier la volonté de chacun de contrôler son profil, en fait, et tout ce qu'il y a autour, son réseau, la responsabilité des plateformes, des services, en termes de ce qu'ils offrent comme option aux usagers, est énorme et elle est très, très importante. Et c'est un enjeu très important, en fait, que pour une utilisation vraiment en connaissance des causes, une utilisation consciente, que les termes en fait, d'usage, et les conditions et les réglages soient faciles à gérer et transparentes. Merci. Une autre question. Oui, monsieur. On peut avoir les données ou on peut avoir des millions, des milliards de données. Si les données à la base ne sont pas fiables, moi sur Facebook, je peux raconter n'importe quoi. Je peux me faire passer pour madame, par exemple. Au début, Facebook, et même aujourd'hui, au début, Facebook, 70% des profils étaient faux. Moi, sur Facebook, c'est comme la vie. Hein. Facebook, c'est la vie réelle. Je peux acheter des amis, je peux acheter peut-être des voix, je peux acheter des amis, je peux acheter des voix, je peux acheter des likes. Sur des pages, je demande à Facebook de faire une pub. Je leur dis, je veux faire une pub. Et tout d'un coup, j'ai 10 000 amis, 10 000 gens qui like. Je regarde les profils des gens. Il y a des gens qui sont au Bhoutan, il y a des gens qui sont au Tibet. Donc je me pose la question, je regarde leur profil, on a l'impression que c'est des profils robotisés. Donc moi je pense que les réseaux sociaux, c'est la vie réelle. C'est tout. C'est juste un outil, c'est un gros téléphone multimédia. Parce qu'il ne faut pas déifier ce qui n'est pas des fils et des boîtes qui parfois chauffent, qu'on est obligé de changer. Hein. Je suis dans le métier, donc moi je change mes boîtes, elles chauffent, hein. Mes disques durs parfois cassent, et derrière on voit que c'est sale, c'est pas écolo, un data center, hein, on peut dire ce qu'on veut, c'est bruyant, ça chauffe, c'est moche, c'est pas beau, et on peut pas déifier ce qui n'est pas déifiable. Bon. À force de parler ou à force de nommer révolution tout et n'importe quoi, on désacralise le mot révolution. Depuis 30 ans, dans le numérique, il n'y a pas de révolution. Il y a des révolutions, il n'y a pas de révolution de concept. Il y a peut-être il y a un progrès sur les technologies, mais il n'y a pas de révolution de concept. Les babillards, il y a 30 ans, c'était l'Internet. Les communautés, il y a 30 ans, c'était ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un problème. Le problème, c'est qu'on a des gens de marketing qui sont déifiés et glorifiés par des hommes politiques parce que les hommes politiques ne comprennent rien aux technologies. C'était pas une question, mais une interpellation. Gilles Babinet. On a le droit ou pas? Peut-être pour vous ou quelqu'un d'autre. Merci, monsieur. Merci pour cette affirmation, en fait. Éteignez votre micro. Voilà. Je pense, moi, ça me renvoie directement aux enjeux de confiance, c'est-à-dire, il faut rappeler qu'il y a un projet actuellement qui est d'ailleurs bien parti, qui est France Connect, qui vise à créer le moyen d'une identification certaine.
Et ce type d'initiative, on en parle depuis une vingtaine d'années. On se rend compte que ça devient absolument nécessaire parce que si on ne veut pas que la confiance s'érode, il est maintenant nécessaire d'arriver à trouver des éléments d'identifiant stables. Donc ça, c'est en cours. C'est l'équivalent de Facebook Connect, mais l'identifiant est porté par l'État. Donc on a une assurance supérieure du fait qu'on parle bien à quelqu'un de vivant. Et ça, c'est quelque chose d'important. À l'égard de ce que vous disiez sur les faux profils, et d'une façon générale, le fait que les gens peuvent trouver des substituts pour masquer une vraie identité, je vous dirais qu'en matière de big data, c'est assez amusant parce qu'on se rend compte que quand on est massivement multisignal, on détecte immédiatement les faux profils. Parce qu'ils ont des caractéristiques, ils ont des patterns qui sont très connus, qui sont très visibles, et on les identifie. Si on a, on va dire, 4 points de données, on les sort tout de suite avec des indices qui sont de l'ordre de 90-95%. Si on a 5 points de données, on est au-delà de 99%. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément qui me permet... Les algorithmes repèrent ceux qui se cachent. Les algorithmes repèrent les faux signifiants. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que on est capable aussi bien dans les réseaux sociaux que dans d'autres domaines d'arriver à isoler des artefacts qui sont de nature à distordre le vrai signal. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel moi je suis actuellement d'ailleurs relativement impliqué. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est une nouvelle façon, encore une fois, de voir le monde et de le voir d'une façon plus certaine qu'on le faisait avec les technologies qui précédaient. Patrick Wellbrook. Donc, je pense qu'il ne faut pas minimiser non plus le problème de fiabilité des données. Donc, on a parlé des 3 V du big data. En fait, il y en a 5 ou 6. J'ai arrêté de les compter. Parmi les autres, il y a véracité et il y a valeur. Donc, le 4e, c'était... Ah oui, il y a un débat sur le nombre de V. Voilà, bon. sur véracité. Donc, en effet, oui, des données peuvent être manipulées. Je crois qu'il y a plus de 50% du trafic Internet maintenant, ce sont des robots. Là où ça pose problème, alors je pense que c'est pas un si gros problème que ça, parce qu'avec l'Internet des objets, on va avoir des capteurs sur soi, donc voilà, on pourra plus mentir, ce sera plus difficile. Mais là où il y a un problème, c'est que les algorithmes prennent des décisions pour vous, vous filtrent de l'information, vous présentent une information de manière qui peut être parfois biaisée, et ces algorithmes fonctionnent à partir d'informations sur qui ils pensent que vous êtes. Comment est-ce qu'ils savent, comment est-ce qu'un algorithme sait qui vous êtes exactement? Ils vont peut-être qu'une information partielle sur vous parce que, par exemple, je prends l'exemple d'Amazon, j'achète un jouet pour ma fille de 6 ans et puis voilà, je reçois pendant 1 an des promotions pour des Poupées Barbie. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse qu'un seul jour, le jour de l'anniversaire de ma fille. Mais pourquoi est-ce que je reçois ces informations qui sont biaisées, qui sont pas correctes? Parce que ils ont utilisé une information qui était partielle. Et voilà, donc ils ont une idée de qui j'étais. C'était vrai à un certain moment T, mais c'est pas vrai de manière générale. Et je pense que voilà, là où il y a un problème et où il y a une véritable réflexion à avoir, c'est sur ce que certains appellent la gouvernementalité algorithmique. C'est quel est le pouvoir des algorithmes pour prendre des décisions à vos places et quelles sont les conséquences pour vous en termes de liberté de choix et d'expression. La question a été posée cette semaine à l'Assemblée, à l'occasion de l'examen du texte sur la cybercriminalité, cyberterrorisme. Paola Tubarro, vous vouliez répondre aussi à l'interpellation? Très, très, très rapidement, vu que la plupart des choses que j'aurais dites ont été déjà soulevées, en fait. Mais pour ajouter un point, effectivement, je pense que plus que le risque des faux profils et donc des données qui ne seraient pas fiables, qui effectivement sont de plus en plus détectables par les algorithmes, un souci est potentiel est l'absence des données, c'est-à-dire les gens ou les choses qui ne sont pas dans les systèmes, qui ne sont pas connectés, ce qui peuvent être une minorité peut-être, mais en fonction de ce qu'on regarde. Si on regarde par exemple les données de Facebook, disons, peut-être la plupart de la France est dessus, mais il y a toujours des gens qui n'y sont pas, et il y a des pays où le nombre de gens qui sont dessus est inférieur. Donc dans quelle mesure, par exemple,
des données de Facebook serait en fait indicatif des tendances plus générales, et sinon, avec quoi il faut les croiser pour avoir un cadre plus clair, plus précis en fait de la situation. Ça, c'est pas complètement clair aujourd'hui, et en plus ça bouge beaucoup parce que les pratiques bougent, des gens, les pratiques changent. Donc c'est quelque chose, si on veut penser en termes de fiabilité des résultats, à quoi il faut penser à terme, disons. Voilà. Gardez le micro, Paola, parce qu'on est déjà rentré dans la troisième partie, c'était sur les risques, mais on ne parle que de ça finalement depuis là. Tout à l'heure, vous avez abordé, vous avez dit qu'il y aura des inégalités, ça peut créer d'énormes discriminations, ce qui nous arrive. Alors, expliquez, dites un peu plus. Oui, alors ce point a été d'ailleurs déjà un petit peu abordé par Gilles quand il parlait des agences de voyage, donc des questions des discriminations par les prix qui seraient négatives ou défavorables pour les consommateurs, les usagers. Jamais vraiment confirmé, mais c'est juste un exemple de ce qui peut arriver. C'est-à-dire que généralement, l'idée est qu'avec un système d'utilisation de plus en plus fine et de plus en plus précise des données, on peut arriver à cibler des offres, donc à faire payer à chacun ce qu'il veut vraiment payer pour, je sais pas, un achat quel qu'il soit. Et donc ça, a priori, c'est quelque chose de positif parce que ça permet en fait à chacun de en fait pouvoir faire les achats ou les transactions qui lui intéressent au prix le plus convenable. Donc ça élargirait l'accès à plein de biens et services à tout le monde, tout en profitant mieux aux entreprises. Le problème est quand ces données sont utilisées, et elles pourraient l'être en principe, pour réintroduire par là des discriminations ou des inégalités que la loi interdit. Donc, par exemple, je sais pas, les femmes et les hommes, ou, enfin bref, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça pourrait prendre. On a entendu parler aux États-Unis des discriminations à l'embauche parce que les entreprises allaient regarder les profils sur les réseaux sociaux des candidats qu'ils interviewaient pour des postes et en fait regarder quels étaient leurs entourages sociaux pour comme partie de leur processus d'embauche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est très répandu ou pas répandu? Pas complètement clair pour l'instant. Ça a fait beaucoup de bruit dans la presse, on ne sait pas trop. Mais il s'agit tout de même des risques, des choses qui sont possibles et qui le sont de plus en plus avec la disponibilité de données, et dont on ne sait pas complètement contrôler l'application et l'usage. C'est pour ça que c'est un risque. La raison derrière est que, comme le disait Gilles auparavant, là, on a des données qui sont collectées, on ne sait pas trop a priori pour quelle finalité, et donc on ne sait pas après comment elles seront utilisées, et si c'est pour l'avantage de l'usager, ou bien c'est pour, en fait, pour des buts moins positifs, en fait. C'est ça qui est, disons, un risque inhérent dans tout cela, qui exige, et je pense qu'on va revenir à parler de régulation en ces termes, qui risque d'introduire des nouveaux problèmes d'inégalité, de discrimination, là où les anciennes formes, en fait, ont été mises hors la loi, disons, dans la plupart des pays. Gilles Babinet, vous êtes d'accord avec ces risques? Je voulais juste évoquer une anecdote que je trouve super. C'est une fois, Barack Obama, il était avec un groupe de jeunes et il y a un gars qui lui dit « Mais alors, comment on fait pour devenir président de la République ?» Et il a répondu « On commence par pas poster de conneries sur Facebook. » Bon, pour certains, c'est trop tard, alors. Valentin. Est-ce que, justement, vous n'avez pas un petit peu peur, suite à l'assouplissement des réglementations, qu'un jour, le directeur de Facebook ou de Snapchat explique qu'ils vont publier toutes les photos parce que maintenant, on a le droit? Ils n'ont pas le droit de faire ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont liés par les conditions contractuelles qu'ils soumettent à l'instant où on poste la photo. Au-delà de ça, ils vont être liés par le règlement européen des données, qui va être très contraignant à cet égard. Donc je pense que c'est un risque qui est de plus en plus fantasmé. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la rédaction de ce règlement profondément, finalement? Qu'est-ce qui oppose les uns et les autres? Alors, c'est long de raconter le règlement, mais si je devais évoquer en 2 ou 3 notions
ce qu'on y trouve. D'abord, il affirme la notion d'individu. Ça, c'est tout à fait fondamental. C'est la base du règlement, c'est de dire vous êtes propriétaire de vos données et vous êtes propriétaire de vos données de façon étendue. C'est-à-dire que c'est pas encore très clair, mais il n'est pas exclu que vous puissiez être propriétaire de données qui sont non nominatives au travers de ce règlement-là. La deuxième chose qui, je crois, est importante, c'est qu'il régule les plateformes. Il définit la façon dont les plateformes doivent fonctionner en matière de données et introduit par exemple la notion de CPO, de Chief Privacy Officer, qui va être ce qu'aujourd'hui on appelle le CIL, le correspondant informatique et liberté, mais avec un niveau d'expertise qui est beaucoup plus élevé et il impose cette notion de CPO à plus d'entreprises qu'auparavant dans le cadre du CIL. Et puis, il introduit aussi, au travers de cette régulation des plateformes, des notions comme la portabilité des données. Alors ça, c'est l'article 15, c'est très particulier. On ne sait pas encore si le Conseil européen va le maintenir, mais en gros, ça dit quoi? Ça dit, j'ai le droit de dire à Facebook, écoutez, vous me rendez toutes mes données, et d'ailleurs, je vais les mettre sur Google. Et de récupérer la totalité de mes données qui sont là-bas. Donc ça veut dire que ça ferait baisser de façon considérable la barrière à l'entrée de ces plateformes à l'égard d'autres plateformes. Et alors, ce qui est assez bizarre, enfin, je trouve, c'est que finalement, les Parce qu'aujourd'hui, c'est acteurs... leur coffre-fort. Enfin, c'est comme ça qu'évidemment... C'est pas des coffres-forts, non. Il y a des API. En particulier, Google a des API assez profondes. Des API des connecteurs de données. D'accord. Des API assez profondes. Facebook, c'est moins le cas. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que Google milite pour le maintien de cet article 15. Et les acteurs qui sont contre en Europe, c'est les banques et les opérateurs de télécom. Et ça, je trouve que c'est dommageable parce que c'est réellement une opportunité pour les Européens de reprendre la main sur leur souveraineté numérique. C'est une façon de se protéger pour l'Europe? C'est du protectionnisme, de la défense contre Non, les c'est géants pas du américains? protectionnisme. D'ailleurs, la FCC américaine va s'inspirer de ce règlement des données pour mettre en œuvre une régulation sans doute très semblable aux États-Unis. Et en Asie, pareil, il y a plusieurs acteurs de la régulation qui ont déjà déclaré le fait qu'ils mettront en œuvre quelque chose de proche de ce qui se passera en Europe dès que ce sera voté. Ce règlement, il prend un bon chemin pour vous, Patrick Wellbrook? C'est les bonnes questions qui sont posées, c'est les bonnes réponses qui sont données? Tout à fait. Le problème, le fait qu'il ne soit pas voté, que ça fait plusieurs années qu'il est en cours de discussion, et je crois que c'est le projet qui a reçu le plus d'amendements, lors de plus de 2000, je crois. Donc c'est le gros sujet d'actualité dans le monde du numérique. Alors, il y a des évolutions. Les évolutions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les capteurs, avec des risques. Alors, les capteurs, est-ce que c'est des données personnelles? Je ne suis pas juriste. Il n'y a pas votre nom sur votre tension artérielle, mais on peut faire des recoupements. Et donc, ça, c'est le gros problème de l'Internet des objets, c'est le risque de réidentification. C'est vous avez sans doute vous avez certaines caractéristiques de votre corps qui sont uniques. Et donc, à partir de certaines données de capteurs, on est capable de savoir également qui vous êtes, et donc votre nom, votre prénom. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique des données personnelles, qui permettent d'identifier quelqu'un. Donc là, je ne pense pas que le règlement s'est prononcé là-dessus, mais il faudra certainement qu'on réfléchisse sur les données issues de capteurs. Alors pas seulement en termes de protection de la vie privée, c'est un des enjeux, mais en termes de sécurité aussi. Parce que vous allez avoir une chaîne de transformation de la donnée, donc du capteur vers le serveur, vers le logiciel, puis vers le business intelligence. Et ce seront peut-être des compagnies différentes. Et donc, si à certains stades de cette transformation, il y a un problème, une perte de données, un vol, un hack, ben on sait pas pour l'instant, on ne sait pas très bien qui va être responsable. On ne sait pas très bien qui va être responsable et on ne sait pas non plus quand la donnée va s'effacer. Donc certains parlent, j'en ai parlé dans ma tribune, du gros silence des puces, donc de dire à certains moments on doit pouvoir être capable de tout déconnecter si jamais il y a un souci, mais c'est un véritable enjeu. Et de manière plus générale, c'est l'enjeu du cycle de vie de la donnée. Pour l'instant, la donnée ne meurt pas. Donc il y a l'arrêt Google Spain de l'année dernière qui donne une limite à l'existence de data sur Internet, mais dans la grande majorité des cas, le cycle de données est infini pour l'instant. Donc on pourrait se poser la question aussi de savoir, dans l'Internet des objets, quand est-ce qu'on arrête de conserver des données? C'est ça le silence des puces? Voilà, oui, c'est ça. On arrête, on débranche tous les capteurs, on débranche tout. Voilà. Mais pour l'instant, c'est difficile à faire. Une remarque sur Internet, pourquoi il y a des prix différents sur Internet qui sont gênants et discriminants, alors que les prix à Versailles sont différents des prix de Montreuil? Est-ce que c'est réellement important d'avoir des prix si différents sur Internet finalement? Les prix à Paris ou à Rouen sont différents,
que les prix, et on ne dit pas que c'est discriminant, est-ce que les prix différents sur Internet, le fait qu'ils soient différents aussi, est discriminant de la même manière? C'est pas, ouais. On parle d'un prix qui est différent dans le même contexte, donc qui est personnalisé. Là, c'est pas du tout la même chose. Les prix à Rouen, il n'y a pas le même environnement socio-démographique à Paris ou à Rouen, et puis c'est pas le même coût d'arriver à emmener des marchandises dans le centre de Paris qu'à Rouen, etc., etc. Donc il y a une justification à ça. Il y en a moins à ce qu'un individu reçoive un prix qui soit optimisé en fonction de son pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vrai qu'on propose des prix plus élevés quand on surfe d'un Mac ou d'un PC? Il paraît que ça existe ça aussi. On présuppose que celui qui a un Mac a plus de aux pouvoir d'achat. États-Unis, il y a eu la démonstration de ce genre de choses, effectivement. C'est quand même assez limité et je crois que il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas de régulation aux États-Unis. Il y a une régulation contractuelle qui est très contraignante et la culture américaine, c'est de passer par des associations de consommateurs. Et il y a moins d'abus aux États-Unis qu'en Europe. Il faut le dire, il y en a moins aux États-Unis qu'en Europe. Valentin, d'autres questions? Vous avez répondu là pendant 1h30, c'est une remarque d'un internaute à des internautes, vous ne les connaissez pas. Ça n'est pas gênant pour vous de vous exprimer face à des anonymes? C'est super, c'est le monde de demain, il faut s'y faire aussi. Dans le monde physique aussi. Je pense qu'il faut accepter de mais... changer de posture. Il y a certainement des choses qui sont problématiques, mais moi je vais avec enthousiasme dans ce monde-là, sans être candide non plus. Mais si on commence à mettre en avant ce qu'on doit craindre, eh bien je crains qu'on reste très longtemps derrière les États-Unis et l'Asie. Des questions dans la salle, sans décliner, sans donner toutes vos données personnelles, pour rester anonyme. S'il vous plaît, à vous. Alors en fait, j'ai une question. Vous avez dit que les données qu'on a produites ne sont pas supprimées. Mais donc, en gros, elles sont stockées quelque part. Et est-ce que n'importe qui peut avoir accès à ces données stockées et les republier? Moi, je ne vous vois pas, donc est-ce que vous pouvez lever... Ah, vous êtes là, d'accord. Pour le coup, je n'ai pas écouté la question. Est-ce qu'on peut finalement aller récupérer des données cachées qu'on avait promises de pas exploiter? Je crois que c'est ça la question. Est-ce que vous voulez, par exemple, vos photos sur Facebook qui sont invisibles à d'autres, est-ce que quelqu'un peut venir les prendre et les publier, c'est ça? Oui, par exemple. Non, on ne peut pas le faire. Vous êtes sûr? Ah oui, c'est sûr, c'est crypté, ce n'est pas... Par contre, Facebook exploite les données, ils font de la reconnaissance faciale des visages, etc., pour essayer de vous réidentifier. Non, il y a normalement, si on applique le règlement, la loi française, donc la loi informatique et liberté de 1978, il y a une durée de conservation, en fait. Donc l'arrêt Google Spain, finalement c'est le droit à l'oubli, c'est pas vraiment le droit à l'effacement, parce qu'en fait on peut conserver, la loi stipule bien que les données doivent être conservées pour une durée qui est précisée. Qui est précisé dans le contrat. Alors théoriquement, alors ça a peut-être changé, je ne suis pas à l'actualité non plus, sur Facebook on peut récupérer maintenant, je crois, ces données sur un CD-ROM, je crois, et elles seront, pour savoir exactement ce que Facebook a sur vous, et éventuellement corriger les problèmes. On parlait de véracité, parfois il y a des données qui sont erronées sur vous, parce que vous êtes trompé, ou quelqu'un a renseigné un tag, vous a mis un tag sur une photo et ce n'était pas vous, ben voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, et donc on voudrait savoir également aussi ce qu'il y a. Alors, le droit à l'oubli, etc. Enfin voilà, c'était toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, monsieur? Chemise blanche. Bonjour à tous. J'aurais voulu savoir, par rapport, tout à l'heure, vous parliez de la confiance et de, justement, le manque de confiance au fait de redonner des données sur Internet. Je pensais que ça avait un lien avec le fait que les gens préfèrent justement rester anonymes sur Internet. Et j'aurais voulu savoir si vous ne pensiez pas que dans le futur, il y aurait de plus en plus justement d'anonymes. Le fait que dans nos générations futures, les parents se disent, que justement, c'est trop risqué de mettre des données sur Internet, justement par rapport à Facebook. Tout à l'heure, vous parliez des entretiens, du fait que le recrutement peut être, justement par rapport à ça. Vous parliez des États-Unis, mais c'est déjà le cas en France. Constamment, une entreprise, quand elle recrute quelqu'un, elle va regarder son profil sur Facebook. Et j'aurais voulu savoir si dans la génération future, les parents ne seraient pas juste dans la mentalité à se dire qu'il ne faut pas que les enfants mettent leurs données sur Internet constamment, quoi. On en revient à la remarque de Barack Obama, quoi. Il ne faut pas mettre n'importe quoi et faire attention à ce qu'on dit. Je pense que c'est aussi c'est à la fois un risque et une proposition de valeur pour les compagnies européennes. C'est de proposer dans leurs services soit du privacy by design, donc directement mettre dans leur offre logicielle
une sécurisation des données personnelles, ou carrément dire, nous, notre business model, c'est de ne pas vendre des données à des tierces personnes, c'est de garantir la confidentialité. Et je pense que là, il y a vraiment un avantage stratégique, des considérations stratégiques à développer. Je sens que ça devient un argument pour certains. Paola. Oui, je rajoute juste un point. Je pense après tout que ces inquiétudes sur la vie privée, ces données personnelles ne sont pas mauvaises. Et ne sont pas mauvaises pas seulement pour les individus qui justement veulent se protéger, mais aussi pour les développements et la possibilité d'exploitation économique de ces données par les entreprises. Parce que si ces questions sont soulevées maintenant qu'on est au début, en fait, il va y avoir des réponses, il va y avoir une réflexion dessus qui va nous conduire en fait à développer un cadre juridique, mais aussi un cadre de pratique, en fait, une culture plus convenable qui nous permettent en fait de mieux contrôler ce qu'on communique en ligne et en même temps de mieux savoir comment ça va être utilisé, comment ça peut être utilisé et donc en fait de récupérer une confiance mais d'une manière en fait qui soit à la fois positive et qui protège les individus et en même temps qui n'empêche pas forcément aux entreprises d'exploiter les potentiels en fait de ces données. Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller et en ce sens, moi je suis très contente qu'il y ait des inquiétudes maintenant parce que c'est là qu'on peut faire quelque chose et éviter que la situation explose quand ce sera trop tard. Voilà. Il y a une autre question, madame. Alors, ma question c'est dans quelle mesure un individu qui ne maîtrise pas la technologie qu'il utilise peut-il avoir conscience ou connaissance des données qu'il est en train de transmettre? Par exemple, à son opérateur, en fait, s'il n'a pas connaissance des capteurs qu'il y a dans son smartphone, je ne vois pas comment il pourrait savoir qu'il est géolocalisé même en mode avion. Alors, merci pour votre question. Bonne question. Je mets des notes à chaque fois. Je pense que c'est le cœur du débat. En fait, on est dans un nouveau modèle et ce qu'on voit bien, c'est qu'on souhaite à la fois bénéficier des avantages de tous ces réseaux sociaux, de cet e-commerce, etc. Et en même temps, ne pas être sujet à des abus de la part de ces plateformes, de la part de cette perte de privacy. Et ça nous amène à un point qui est, à mon avis, le point central, qui est celui de l'éducation. C'est-à-dire le fait qu'il faut qu'il y ait une culture de la privacy qui se développe. Moi, je suis très surpris de voir que les enfants de 12, 14 ans, eh bien, ils connaissent les réglages de Facebook, les settings de privacy, beaucoup, beaucoup mieux que la plupart des adultes. Et ils sont capables, de façon assez ciselée, de dire ça, je vais l'exposer à telle personne, et puis ça, je le garde pour moi. Et je pense que c'est une forme de réponse. Il faudrait que chacun d'entre nous ait une éducation à la privacy. Et c'est aussi comme ça qu'on sera capable de créer de la confiance des individus à l'égard des réseaux sociaux, et en même temps de la confiance collective à l'égard de l'Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et par rapport à une question qui a été posée auparavant sur le fait que tout le monde va se retrouver à vouloir avoir des comportements anonymes, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense qu'on va vouloir, parce qu'on veut avoir du poids dans la conversation, et parce qu'on veut être assuré qu'il y a une réciprocité qui est équilibrée, on va vouloir se révéler, et se révéler en ayant connaissance de cause de ce que l'on souhaite dire et de ce que l'on souhaite préserver. Et ça, c'est plutôt d'ailleurs une tendance qu'on voit émerger un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que l'équivalent de France Connect, ça arrive à peu près partout, au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande, etc., etc. Et les gens ont plutôt tendance à se loguer sur ces systèmes d'identification pour pouvoir s'affirmer et bénéficier d'avantages qu'ils n'auraient pas s'ils n'étaient pas logués sur ces systèmes d'identification. La révolution qu'on est en train de vivre finalement, est-ce qu'elle n'est pas le fruit d'un décalage intergénérationnel entre ceux qui savent maîtriser Internet à 12 ans et ceux qui à 80 postent des messages sur Facebook sans savoir qu'ils sont publics? Très clairement, pour moi, il y a une rupture générationnelle qui est extrêmement claire. Les jeunes ont moins peur, ils ont plus une agilité qui leur permet de maîtriser ces choses-là. Et je pense que les gens plus âgés sont souvent sujets à des comportements qui sont irrationnels et qui sont emmenés par la peur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des menaces potentielles qui se trouvent dans l'Internet, mais je pense qu'il ne faut pas les fantasmer non plus, il faut essayer de les rationaliser
Et de fait, à partir de là, on sera capable de bénéficier de façon plus efficace des opportunités de ce nouveau monde. Voilà, vous êtes d'accord? Oui. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que en fait, ce n'est pas que, à mon avis, une question générationnelle. C'est vrai qu'au niveau, on voit des tendances quand même, mais après, dans chaque catégorie d'âge, on voit des différences, et en particulier des différences de localisation géographique, de quel pays on parle, des différences de groupes sociaux, d'éducation, qui jouent un rôle important, des différences des statuts professionnels. Les personnes plus âgées qui ont utilisé des ordinateurs, disons, dans leur vie professionnelle sont quand même plus à l'aise avec tout ça que ceux qui ne l'ont pas fait de la même génération. Donc, il y a quand même des différences à l'intérieur de chaque tranche d'âge. Et là, je reviens à la question qui a été abordée tout à l'heure de l'éducation, qui est très, très importante pour que, en fait, tout le monde soit mis en condition de pouvoir utiliser ces outils et en tirer le mieux. Il nous reste le temps d'une ou deux questions. Monsieur. Oui, bonjour. Une remarque par rapport à l'utilisation. Je pense qu'il faut quand même bien différencier le fait de savoir utiliser un service et de comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai l'impression que la génération d'après moi a le même comportement avec Internet que ma génération a avec la voiture. C'est une utilisation. Ne nous demandez pas de démonter un moteur. Je suis très surpris de voir que finalement, la génération qui a grandi avec un Internet très facile d'accès, avec des ordinateurs dans chaque pièce, finalement, pour la plupart, ne sait pas ce que c'est qu'une ligne de code. Et je pense que c'est important, effectivement, de ne pas avoir une vision fantasmée, parce que finalement, on ne comprend pas, donc on craint pour les générations supérieures. Mais en dessous, de dire aussi, mais finalement, il n'y a rien à craindre, parce que c'est génial. Par exemple, j'utilise Foursquare. Sur Foursquare, oui, ils ont mes données en temps réel, mais c'est génial parce que je vais avoir une promotion pour acheter je ne sais pas quelle casquette. Et il y a quand même une grande différence, à mon sens, à faire entre oui, je sais utiliser le service, mais d'un autre côté, je comprends ce qu'il y a derrière. Une réaction notamment, parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas que générationnel. Il y a des grosses différences sûrement au niveau psychosocial. Un exemple, une anecdote sur Facebook, les amis qui mettent des photos de leurs enfants ou qui ne mettent pas de photos de leurs enfants. Parce que finalement, pour certains, mais si je mets des photos de mon enfant, est-ce que les algorithmes de Facebook vont déjà être capables d'analyser et de faire déjà de la reconnaissance faciale? Et puis d'autres qui disent non, moi surtout, je protège mes enfants, je ne fais pas de différence. Mais mettez pas ces deux catégories dans la même pièce, ils ne se comprendront pas. Voilà. Et je pense que l'enjeu, il est aussi de dire, aujourd'hui, quel est le service que la donnée rend à l'utilisateur qui va faire que finalement, oui, ça me rend ce service-là, et le compromis à côté, c'est, d'accord, je communique mes données. Et puis, est-ce qu'il y a une alternative? Sur le téléphone, comment est-ce que je peux téléphoner sans finalement donner mes données? Appelle un commentaire, pas forcément. C'est le principe qui est tout à fait explicite dans le règlement européen, qui est celui de la juste réciprocité. Une dernière question. Tout au fond, s'il vous plaît. On a pu voir mercredi le 15 avril, dans le cadre du projet de loi sur le renseignement, les députés ont adopté en première lecture un système de surveillance des données d'Internet. Cela ne va-t-il pas vers une perte des libertés garanties par Internet et les réseaux sociaux, et donc l'anonymat, et ne renforce pas cette perte de confiance dont vous avez parlé précédemment? Le texte renseignement. Voilà. Si je peux dire mon opinion, oui, vous avez raison, c'est un gros problème. Mais voilà, je ne peux pas défendre cette loi. Voilà. Bon. Moi non plus. Ah bon? Écoutez, on va terminer en accueillant Grégoire Bonnat. Bon, merci pour eux. Ziad, pardon. Vous êtes les deux fondateurs de Padam. Vous nous expliquez ce que c'est? Oui, on va vous expliquer. Donc, on va vous pitcher tout simplement si les slides s'affichent. Ah oui, voilà. Tac. Non, c'est pas celui-là. Bon, je vais commencer rapidement. Donc, Ziad et moi,
avons fondé Padam il y a environ 1 an, donc au sortir de notre école polytechnique, avec l'ambition de créer tout simplement le transport en commun tel qu'il existera demain, avec tout le potentiel des technologies numériques et notamment tout le potentiel de l'analyse de données. Donc on est parti en fait d'un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'optimisation dans les systèmes de transport en commun actuels. C'est-à-dire que concrètement, on fait des systèmes de transport à base d'infrastructures ou de lignes fixes, donc typiquement des lignes de bus fixes qui ne bougent pas pendant des dizaines d'années et qui ne s'adaptent pas à la demande, alors que la demande en mobilité, elle évolue. Donc aujourd'hui, ça résulte en fait en un marché du transport qui est segmenté en 2 grands types de solutions. Donc il y a les solutions de type statique, qu'on appelle nous de type statique, c'est-à-dire tous les systèmes de transport en commun traditionnels, et ensuite toutes les solutions de type plutôt individuel mais très flexible, comme évidemment la voiture personnelle ou le taxi. Et récemment, on a vu l'apparition de Uber, qui représente un peu l'usage du taxi, mais avec des outils numériques. Donc aujourd'hui, il y a un gros décalage en fait entre ces 2 solutions, et les utilisateurs sont obligés de choisir soit entre une solution statique à faible prix, soit une solution très flexible en y mettant le prix. Donc ce que l'on propose, nous, c'est de développer une solution qui permet de faire du flexible quasiment au prix du statique. Donc concrètement, c'est quasiment une expérience de taxi, mais à un prix qui se rapproche de celui d'un transport en commun. Donc ça permet donc de s'affranchir de ce système d'infrastructure et de répondre à une demande en déplacement de manière plus intelligente. Donc on imagine une flotte de minibus qui va se déplacer en ville, et grâce à une application mobile, vous pouvez réserver un trajet, et nous allons identifier en temps réel, s'il le faut, le bon véhicule pour vous transporter. Donc il y a évidemment une part importante d'optimisation derrière qui permet d'identifier les bons véhicules et de définir les trajets optimisés. Alors nous, justement, on s'est intéressé à un premier cas particulier, c'était le transport de la nuit à Paris, puisqu'en fait, c'est un peu le même type de demande, c'est une demande dispersée, et justement, quand le métro est fermé, il y a très peu de solutions pour se déplacer. Donc là, il y a pas mal de jeunes ce soir, ce matin, c'est l'habitude, qui, justement, vous devez un petit peu connaître la galère pour rentrer chez soi après une soirée. Donc justement, nous, on s'est intéressé à ce premier marché-là. On a voulu aller très rapidement sur le terrain parce que nous, on pense que c'est vraiment en étant au plus proche du client et directement sur le terrain qu'on va comprendre le besoin des utilisateurs. Donc, durant cet automne, on a mené une phase pilote, on a fait plusieurs tests au départ de certains quartiers, de certains événements, des festivals, etc. On a pu bien étudier le comportement des gens et comprendre comment on allait faire pour concrètement mutualiser en temps réel les trajets. Et depuis, on a travaillé un petit peu dessus. Et on a sorti une application que vous pouvez télécharger sur Android et sur iOS, qui existe depuis donc 1 mois et demi. Et on a des bus qui tournent, qui partent depuis certains quartiers à Paris, 5-6 quartiers à Paris, et qui vous ramènent à partir de 5 €, sachant que pour 5 €, vous pouvez faire une bonne partie de Paris. Et ça dépose à Paris et Petite Couronne. Donc, voilà. En termes de positionnement, en fait, parce que on a parlé un petit peu d'Uber tout à l'heure. Effectivement, au niveau de la concurrence, ce qu'il faut bien voir, c'est que Padam, c'est allier, comme disait Grégoire, allier le côté flexible et le côté bon marché, en fait. Et donc nous, on essaie de se mettre dans cette case-là. Alors, vous avez les acteurs classiques du transport, comme sont la RATP, Transdev, Keolis, qui du coup vont faire du transport public et donc du transport à bas coût, mais qui sera très rigide. Ce seront des lignes fixes qui seront décidées à l'avance et qui ne bougeront pas. Et à l'opposé, vous avez les taxis et les Uber et les chauffeurs privés qui sont flexibles mais qui sont donc plus chers. Finalement, dans la catégorie flexible et bon Autolib, marché... votre concurrent, là. Pardon ? C'est Autolib, là, le concurrent. Là. Autolib, c'est autre chose. C'est un service libre, c'est du libre service, donc ça va être un petit peu différent. Là, nous, on a un chauffeur professionnel qui conduit. Et donc, finalement, en termes de prix, on est en compétition avec tout ce qui va être Uber Pop, Hitch et Jump, qui sont donc des solutions non professionnelles, donc, qui sont actuellement en débat. On laissera les gens débattre là-dessus. Voilà. Donc, un coup d'œil sur la techno qu'on utilise. Donc, nous, en fait, on veut que tout soit automatisé. En fait. Depuis la réservation du trajet par le client jusqu'à la prise en charge par le chauffeur, tout doit être automatisé et doit se faire directement sans intervention humaine. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer en fait des algorithmes innovants qui vont permettre justement en temps réel
de regrouper les gens en fonction de là où ils vont et d'essayer d'optimiser le trajet des véhicules pour pas qu'on ait un bus qui va balader les gens d'un bout à l'autre de Paris. Et c'est là où en fait on voit l'importance de l'utilisation des données de déplacement, puisqu'en fait ces algorithmes ils vont s'améliorer à mesure qu'on va faire tourner le service, puisque à mesure que les bus vont circuler, on va comprendre comment la demande de déplacement se fait le vendredi soir, le samedi soir, et puis dans d'autres cas la journée dans d'autres villes. Et l'idée, c'est justement d'utiliser ces données-là pour bien calibrer les flottes et pour pouvoir prédire à l'avance comment est-ce qu'on va faire pour satisfaire un maximum de demandes. Et c'est là où on voit finalement qu'on n'a pas de ligne fixe avec Padam. En fait, c'est vraiment un transport qui répond à la demande. C'est un transport en commun qui répond à la demande. Donc justement, à propos des données, donc nous on a développé des simulateurs qui permettent justement de faire mouliner un petit peu ces données et de dire voilà, si vous mettez tant de bus dans telle ville avec tel point de dépose et prise en charge, voilà ce qui se passe en fait. Donc là, tout l'enjeu en fait au début de notre projet et encore aujourd'hui, ça a été de trouver ces données-là et d'en faire quelque chose d'intéressant. En fait, vous parliez des données tout à l'heure. Justement, il y a quelque chose de, je ne sais pas si on n'en a pas forcément beaucoup parlé, c'est la qualité des données en fait. Et vous voyez, aujourd'hui, on peut mettre en entrée de l'open data, voilà, qui est sous toutes les formes, les données par exemple du Vélib, des données de carto, des données de circulation, les données d'opérateurs mobiles. Et toutes ces données-là, elles ont un format différent en fait. Et l'enjeu, c'est de pouvoir les formater et en faire quelque chose d'intéressant derrière. Et donc justement, comme ce que je disais, en simulant le système de transport à la demande en temps réel, on peut justement aboutir à un calibrage de la flotte, à améliorer les algorithmes en continu, puisque c'est un peu le côté machine learning en fait pour le transport, et prédire un petit peu la demande et prendre des décisions de plus en plus fines à mesure que le service va fonctionner. Donc notre ambition aujourd'hui, nous, c'est donc le travail que l'on fait notamment sur le premier service qui est la nuit à Paris, de permettre grâce à ça de développer une offre qui est un produit, une technologie qui permet enfin de faire un système de transport en commun vraiment optimisé. Donc cette technologie, nous, on est capable de la déployer en partenariat avec des transporteurs qui en discutent aujourd'hui, permettant donc très rapidement, notamment sans avoir à construire d'infrastructure, de déployer sur de nombreux territoires ce type de système de transport. Donc, notamment, donc nous, il y a un certain nombre de situations, de use case, on va dire, qui nous intéressent. Donc le premier, on en a déjà parlé, c'est la nuit à Paris. Ensuite, il y a deux grandes autres situations qui nous intéressent beaucoup. Il y a le cas des gares et des aéroports. Vous voyez évidemment des gros flux de voyageurs qui arrivent dans ces endroits-là. C'est des vrais hubs de transport. Et en général, il y a deux solutions. Il y a souvent une navette ou quelque chose pour aller dans le centre-ville, ou alors des taxis voilà, une flopée de taxis individuels. Donc on peut évidemment faire quelque chose de plus intéressant en mutualisant tous ces trajets-là. Et le marché, in fine, pour nous, que l'on vise, c'est tout simplement le transport public. Donc pas forcément dans un cas comme Paris en journée, où on est déjà évidemment un réseau de métro incroyable, mais il y a un certain nombre de villes qui sont de taille un peu plus réduite, qui peuvent mettre en place quelques lignes de transport structurantes, mais au-delà de ça, qui ont surtout besoin de desservir leur territoire avec un système plus flexible que des lignes de bus. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que concrètement, il y a beaucoup de collectivités qui font rouler des bus à 90% vides, parce que jusqu'ici, ils n'avaient pas d'autre solution. Donc voilà, on a presque fini. Juste un aperçu de notre équipe aujourd'hui. Donc Ziad et moi, les cofondateurs, Rafik, notre excellent directeur technique, Charline, notre directrice marketing qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps de l'EDEC, et notre designer Mona. Et je vais terminer en vous proposant là tout de suite de sortir votre smartphone et de télécharger l'application. Donc on va faire la veille, Ziad à cette porte et moi à l'autre porte pour vérifier que vous l'avez tous bien téléchargé. Voilà. Et rendez-vous donc tous les week-ends. Donc pour l'instant, on propose le service à partir d'un certain nombre de points de départ entre 2h et 5h. Je vous remercie. Merci beaucoup, Padam. Donc, merci beaucoup, merci aux intervenants de cette session. Restez parce que la grande aventure du Big Data continue avec la session suivante. Bonne journée.